Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission du 6 mars 2025. Merci de votre fidélité, de votre présence et merci à tous mes abonnés et donateurs. C'est grâce à vous si je suis en mesure de poursuivre ce travail de semaine en semaine et puis avec une émission qui sera à nouveau très dense et à vrai dire assez difficile ce soir. J'ai souffert en la préparant, nous allons souffrir ensemble en prenant connaissance parce que nous sommes évidemment dans un moment de l'histoire de notre civilisation et de notre continent qui est particulièrement consternante. Puis d'un autre côté, il n'y a pas d'autre ressource que l'intelligibilité, la lucidité, le recours aux valeurs fondamentales et la réflexion sur les pouvoirs d'agir. Donc, ma foi, si la réalité est sombre, nous avons à lui faire face, mais toujours avec le plus de cœur possible. Vous entendez comme moi les bruits de bottes à travers l'Europe. Le projet européen dont on nous avait promis qu'il signifiait la fin de ces guerres à répétition en Europe débouche au contraire sur un risque accru d'un nouveau conflit particulièrement inquiétant. Mais ça n'est pas une surprise pour tous ceux qui suivent mes analyses ou qui écoutent des experts avisés. Cela fait longtemps qu'on sait que la pente naturelle du totalitarisme est d'aboutir à la guerre. Ariane Biran avait donné des éclairages extrêmement pertinents très tôt. Dès lors qu'une dérive totalitaire a une composante paranoïaque majeure sur le plan psychopathologique, et malheureusement le tyran qui préside aux destinées de la France est un parfait exemple de ce profil psychopathologique, il faut savoir qu'il ne s'arrête jamais en cours de route avant d'avoir semé la désolation autour d'eux, fût-ce au prix de leur propre autodestruction. Alors voilà, nous continuons à défricher cette réalité. Dieu merci, les perspectives gardent une certaine possibilité d'aller dans la bonne direction, donc il ne convient pas de renoncer à notre espérance, mais évidemment qu'il est d'autant plus important, encore une fois, de décrire très précisément ce à quoi nous avons affaire. Sur une question de sécurité, présentement, le Royaume-Uni se comporte comme un joueur de l'Europe, là. Ce sont des partenaires au sein de l'OTAN, tous ces pays-là quand même, y compris aussi, la Turquie, deuxième armée de l'OTAN derrière les États-Unis. Les Anglais sont des adversaires historiques des Russes. Il y a un combat à finir entre ce qu'était l'Empire à une époque anglais et aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus étriqué. Il n'y a plus tellement d'empire derrière l'Angleterre ou le Royaume-Uni, mais c'est une histoire qui remonte à très, très, très loin. C'est pas des peuples ou des leaderships qui s'aiment beaucoup. La question qui m'intéresse le plus et qui est posée par Macron et qui me fait douter de sa volonté d'une entente de paix, à tout le moins celle que cherchent ou veulent obtenir Russes et Américains. Parce que pour les deux parties, du point de vue des Russes depuis toujours, et M. Trump semble avoir confirmé ça, il est hors de question que l'Ukraine fasse jamais partie de l'OTAN. C'est comme non négociable, ça n'arrivera pas. Ça fait d'ailleurs, je dirais, partie des éléments qui ont peut-être jouer en faveur de ce que la Russie décide d'intervenir, disait si vous pensez encore que l'Ukraine peut être membre de l'OTAN, c'est une ligne rouge que vous ne pourrez pas franchir et avant que vous le fassiez, on va agir. Une mise en garde qui avait d'ailleurs été faite par l'ambassadeur américain au Kremlin, qui est devenu le patron de la CIA sous l'administration Biden, Monsieur Burns, William Burns. Donc, il s'est passé quelque chose. Et là, Macron disait hier, au sortir, parce qu'il faut voir qu'il est remonté, hein. Monsieur Macron, il est en hyperpuissance en ce moment, c'est le coq atomique. Et Macron dit, il n'est pas question de fermer la porte pour les Européens à l'idée que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Et ça, c'est un no-no avec Trump. On sait que ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'il télégraphie? Que la paix dictée par les Américains ne sera jamais acceptée par les Européens. En substance, c'est ça. Et peut-être derrière ça, c'est une supposition, mais qu'on est prêt chez les Européens, particulièrement depuis qu'ils ont commencé à se donner des moyens. Il faut voir qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Ils ont adopté des résolutions hier, mais ils n'ont pas pour autant davantage de munitions et d'armements qu'il y en avait avant. Non, ni les munitions. Puis il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que M. Macron dirait... Ben, finalement, si on s'entend pas, s'il n'y a pas de deal qui permettra de sauver l'honneur de l'Ukraine, parce que c'est ça l'enjeu du point de vue des Européens, on peut le comprendre, si c'est une paix dictée, là-dessus, les Anglais comme les Allemands l'ont répété, c'est une paix dictée, il n'est pas question qu'on embarque. Et c'est donc qu'il faut comprendre derrière ça que les Français et d'autres Européens sont prêts à livrer la guerre indirectement à la Russie aux côtés de l'Ukraine, pour remplacer l'aide militaire que les Américains fournissaient. Et remplacer l'aide américaine. Jusqu'à hier. Là,
c'est ça, là. C'est implacable. Si tu dis et que t'es Macron, l'ami de Trump, il n'est pas question pour nous de fermer la porte de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, tu dis en même temps, il n'y a pas de chance qu'on s'entende avec les Américains. Et c'est peu de choses, mais c'est fondamental. On a donné l'équivalent de 56 hôpitaux à l'Ukraine. Ouais. On a donné l'équivalent de 850 établissements scolaires. Notez ça, hein. Et on veut 17 milliards. Et que l'Ukraine, elle est dans les pays corrompus, la 104e sur 180. Une partie de cette aide est complètement détournée. Elle a arrêté de financer la guerre, 86,7%. Fini ici. Oui. Merci. Mais donc, premier élément, la question qu'on doit se poser, c'est économiquement, est-ce qu'on peut le faire? Je croyais qu'effectivement, on est en récession économique, qu'on avait, a priori, on aurait pu construire, donc je le redis, 56 hôpitaux. Bien sûr. Bon, on choisit de l'argent à l'Ukraine. Et pour autant, le conflit s'enlise, et pour autant, on n'arrête pas effectivement d'avoir une progression de la Russie avec un type qui avait 4 cancers et qui aurait dû mourir depuis 15 ans, paraît-il. Donc on a un conflit qui s'enlise. Les États-Unis se désengagent. Les États-Unis se désengagent. Là, c'est bon, ça y est, ils sont partis. C'est Patrick, là. Très bien. Du coup, qui va compenser alors? C'est donc l'Union européenne qui va compenser et la France en grande partie. Bien sûr, ouais. Alors moi je suis d'accord, pas de problème, à une condition. C'est que hier soir on discutait d'un truc qui était la baisse des salaires des chroniqueurs, que tous ceux qui ont voté oui donnent leur salaire à l'Ukraine. À votre avis, c'était une bonne idée que d'enlever les vins américains des tablettes de la SAQ avant même que les tarifs soient imposés? Là, ça fait 2 fois déjà. Est-ce qu'on va être obligé de les remettre? Puis ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous voyez les bouteilles là, qui sont... Ça a pris des heures. Là. À chaque fois, c'est des employés de la SAQ qui gèrent pas les pastilles de goût, qui pendant ce temps-là ne gèrent pas les pastilles de goût, mais doivent gérer des bouteilles qu'on va entreposer à grands frais, qui ont déjà été payées. Je pense qu'il faut comprendre ça. Là. On fait mal à personne quand on fait ça. C'est un geste. C'est toutefois un geste. C'est un geste, mais je trouve que c'est un geste qui parfois peut être contre-productif. Puis même chose avec les contre-tarifs, là. On va taxer plus les Québécois puis les Canadiens parce qu'on est fâché contre Trump. Puis on va charger plus cher à la personne qui va faire son épicerie parce qu'on est fâché contre Trump. Ultimement, on se pénalise nous-mêmes. On pénalise pas juste les Américains quand on fait ça. Le premier perdant d'un tarif. Puis même chose que les Américains, là, quand Trump il met des tarifs sur les produits canadiens, les premiers perdants, c'est pas nous, c'est les consommateurs américains. Parce vous dites que les premiers perdants de ceux qui imposent des tarifs, c'est justement... C'est ceux qui les font. Ouais. Moi, je suis contre les tarifs. Moi, je suis un libre-échangiste. Mais les tarifs, à la base, ça pénalise d'abord et avant tout ceux et celles qui les mettent. Puis quand on met des contre-tarifs, on se pénalise nous-mêmes. Ben, écoute, moi, je suis content pour ce pays-là, qui est pas le mien, mais qui est un pays étranger. Le Canada, pour moi, c'est comme la Scandinavie ou la Norvège. C'est un pays ami. C'est un voisin. J'aime ça aller le visiter. Ouais. Ils sont super gentils. Mais je reviens chez nous, mais j'en fais pas partie. Mais c'est vrai qu'avec Justin Trudeau, nous sommes un État post-national, on n'a pas de culture, on n'a pas d'histoire, on n'a pas d'âme, on n'a pas d'identité, on est comme un Airbnb. Là, soudainement, les Canadiens disent, regarde Justin, prends ta conception du pays, roule-la bien, bien, bien serrée, puis fous-toi là où le soleil ne brille jamais. Ça, je pense, pour moi, c'est important, cette pub-là, parce que ça montre la fin du règne Trudeau, où Trudeau voulait faire du Canada comme un genre d'hôtel qui avait pas d'identité propre. Et ça dit tout le monde peut venir s'installer. Dans les années 90, la culture canadienne était tripante. Ouais. Vraiment, là. Moi, la musique que j'écoutais, il y avait beaucoup de musique canadienne, tout ça. Et là, Justin est arrivé en disant, non, et là, finalement, ça va être une abstraction, ce pays-là. C'est une théorie, ce pays-là. Puis là, on dirait que les Canadiens disent, non, je m'excuse, mais regarde, on a une culture avant, pas une identité, puis on va en avoir une identité encore. Mais là, c'est ça, mais c'est gros, le Canada. Puis là, ils se sont découverts, ils se sont réveillés, ils ont eu le coup de pied d'un chenol qui était nécessaire pour se réveiller. Et là, soudainement, c'est comme nous autres, notre identité, notre culture, c'est important. On avait comme contaminé le Canada. Et là, c'est le Canada maintenant qui dit, hey, on existe, on a une identité, puis tout ça, puis il faut être protégé. Il faut protéger notre souveraineté, comme nous autres on faisait. Mais là, les autres sont plus gros, puis ils gueulent plus fort. Quand vous débarquez ici, là, nous, on va pas se joindre à votre culture. Vous vous joignez à la nôtre. Vous débarquez ici. Mais c'est drôle, quand nous, le Québec, on disait ça, au Canada, respecter notre souveraineté, respecter notre culture, puis ce qu'on est, c'était épouvantable. Mais là, soudainement, le Canada fait ça, puis ça, c'est correct. Puis ça, c'est bien. Mais tu as vu ces temps-ci comment
puis SPP, puis le Bloc, puis la CAQ sont complètement perdus parce que soudainement, c'est le Canada qui a le gros bout du bâton. Ouais. Ensuite, il y a un élément très important dans ce que nous a dit Emmanuel Macron hier. Il nous dit que peu importe le résultat des négociations en Ukraine, la guerre est à nos portes. J'espère qu'on comprend la portée de cette phrase. Une plainte a été déposée contre un journaliste français, Jean-Michel Afati, parce qu'il a eu le malheur de rappeler les massacres criminels de la France coloniale en Algérie. Vérifions les faits. J'avais décrit cette époque pour une véritable critique du capitalisme, où je commençais par donner la parole à Sarkozy, qui osait affirmer « Ce ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Il faut cesser avec cette repentance permanente qu'il faudrait s'excuser de l'histoire de la France. » Sarkozy aurait dû tout simplement relire les paroles de ce qu'on peut appeler les génocidaires. Le général Bugeaud, qui dirigeait les opérations de guerre en Algérie, disait à l'époque qu'on brûla les moissons, qu'on vida les silos, et enfin qu'on s'empare des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Voilà, tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de faire ça. Le même général disait « Partout où il y aura des bonnes eaux et des terres fertiles, c'est là qu'il faut placer les colons, sans s'informer à qui appartiennent les terres, il faut les leur distribuer en toute propriété. » Civilisation, monsieur Sarko? Écoutez un autre colonisateur. Toutes les expéditions ayant pour objet d'occuper ou de détruire les villes anciennes ou les villes naissantes me paraissent utiles. Tocqueville, un témoin de l'époque, Louis de Baudricourt. Les zouaves se précipitaient avec fureur sur les malheureuses créatures qui n'avaient pu fuir. Ici, un soldat amputait en plaisantant le sein d'une pauvre femme qui demandait comme une grâce d'être achevée. Là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre une muraille. En Algérie, quand les Français sont arrivés, quasiment tous les enfants savaient lire et écrire, même beaucoup de filles. Et quand ils sont partis, toutes les écoles avaient été détruites et disparues. Civilisation? En réalité, la France a mené une occupation génocidaire. 1 million d'Algériens tués sur 3 millions d'habitants à l'époque. Et le négationnisme n'est pas d'aujourd'hui. Il y a en France des rues, des places, des monuments à la mémoire des génocidaires et des colonisateurs. Il est temps de faire un grand travail de mémoire et de débat public. Mais pour ça, ça va être très difficile à la télé française. Donc on aura besoin de médias indépendants et du courage de débattre. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Mais là, on dirait qu'ils ont presque sauté sur l'occasion. Oui. Mais quand je regarde ça, je me dis, je comprends qu'ils ont sauté sur l'occasion. Parce que si on nous avait dit, imagine ça, Dominique. Est-ce que c'est bon? Tu ouvres le journal le matin, puis on te dit, eh bien, les 15% TPS TVQ, oubliez ça, dorénavant, ça va être 44%. On s'arracherait les cheveux. Oui. On serait tous dans la rue en train de manifester. Ben, en fait, le tarif de 25% combiné avec la TPS, le TVQ sur le tarif, ben c'est exactement comme si notre 15% augmentait à 44%. Mais ce que je retiens, et on va se laisser là-dessus, les gouvernements sont contents. Girard disait hier en entrevue, j'ai plus de revenus qu'avant, on va peut-être avoir un déficit réduit. Ils sont contents, ils ne peuvent pas se réjouir, mais ils sont contents, ils vont empocher des revenus accrus. Et non seulement, donc, ils sont capables de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais été capables de faire autrement, c'est-à-dire alourdir le fardeau fiscal, mais la cerise sur le sundae, la population est contente, ils en redemandent et ils sont
ils passent pour des super-héros, alors que ce sont des super-zéros. Merci beaucoup, Nathalie.